Bonjour à tous et bienvenue dans le Wobbycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Noboman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O3. Et je suis Linkat. Et ceci est le Wobbycast numéro 23, les suppôts de Satan. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la cinquième histoire de la saison 8 de la série classique Doctor Who, The Demons. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast, ce mois-ci, nous avons donc l'O3 qui nous fera le résumé. Je vous parlerai de l'équipe de production. Nous aurons un dossier sur les Demons. Je serai également la personne qui vous donnera quelques références, quelques trivia sur cette histoire. Nous aurons enfin la seconde partie du dossier sur Unit et sur les paramédias. Et nous donnerons tous notre avis à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team. Sans plus attendre, préparons les pentacles. Ah merde, c'est le jour de l'enregistrement. Mais j'ai perdu le résumé. Pas le choix. Je vais devoir prier Dieu. C'est un peu excessif, non? Non mais t'inquiète, faut ce qu'il faut. J'avais qu'à pas perdre le résumé. Bah, c'est-à-dire que t'as pas le choix, en fait. Enfin, si t'as le choix, mais c'est soit ça, soit Nopoman va te tuer. J'invoque Dieu, roi de tous les résumés. Ô grand narrateur, entends mon appel. Viens à moi, je suis l'O3, j'ai besoin de toi. Encore toi? Comment oses-tu? C'est quoi cette fois? Encore un Doctor Who classique, je parie? Oui, ô maître des résumés, j'ai besoin de vous. Voici toute l'histoire de l'épisode. 2h, 17 minutes et 5 secondes plus tard. Donc, c'est l'histoire d'un prêtre qui invoque des démons de la planète Damon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on les a toujours appelés comme ça à cause du nom de la planète. Oui, exactement. Et ces sbires, ce sont des gargouilles. Ouais, enfin pas oui, d'accord, oui. Et le maître se déguise en portant des lunettes et personne ne le reconnaît. Tout à fait. Mais c'est con. Ouais, mais en même temps, personne ne le connaît dans le village. Mais alors, pourquoi il se déguise? Ah, mais j'en sais rien, moi. Je sais pas, peut-être pour créer un personnage. Tu crois pas qu'il serait temps que tu regardes autre chose? Tu n'es plus un gamin. Vous savez, pour un dieu des résumés, vous avez les conseils les plus absurdes que j'ai jamais entendus. Non mais arrêtez de dire n'importe quoi. Et aidez-moi. Donnez-moi une bonne idée pour écrire ce résumé. Ok, alors déjà, tu me donnes pas d'ordre. Je suis Dieu. Ensuite, on va organiser une visite guidée de la ville de The Damon End, là où se passe cette histoire. Ah, pas mal. Ça m'intéresse. Continue. Pas mal. Oui, je sais, je suis le dieu des résumés. Tu auras qu'à faire comme si les membres de la Wibbly Wobbly Team étaient les touristes fans de Doctor Who qui visitaient le village. Et bien sûr, le guide que tu vas interpréter. Non mais j'ai bien l'idée. Et on va commencer la visite par le trou dans le sol où était cachée l'entrée du vaisseau Damon. Le tumulus comme premier lieu visité. Ouais, oui, et je m'imaginais bien faire la voix du gardien de musée. Ici, à votre droite, vous pouvez voir ce qu'il reste du tumulus où se trouvait l'entrée du vaisseau Damon. C'est dans la caverne sous la butte que les sorcières du XVIIe siècle se sont cachées des chasseurs de sorcières. C'est aussi là que l'équipe de la BBC a commencé à creuser avec le professeur Holler pour créer leur émission de télévision surnaturelle. Évidemment, ils ont eu l'idée brillante d'ouvrir la butte à minuit pile, en direct. Pourquoi à minuit? Car c'est le 30 avril. C'est Beltane, le plus grand festival occulte de l'année. Enfin, à part Halloween, bien sûr. Donc, pourquoi prendre tant de risques? C'est inconsidéré. Moi aussi, lorsque j'ai fait construire ma maison, j'ai demandé à ce qu'elle soit construite exactement
au-dessus d'un cimetière indien avec le numéro de porte 666. Et bien sûr, le jour où j'ai emménagé, j'ai invoqué un démon du résumé. Ah bah non, ça c'est moi, c'est pas le guide. Bon bah c'est pas grave, passons à la visite de l'église. Alors, je ne suis pas un démon du résumé, je suis Dieu, ok? Donc ça implique que je suis aussi Dieu des résumés, mais je suis Dieu. Tu comprends ça? Ah ouais, je me disais bien que je me trompais sur un truc. Oui, ok. Parle-moi de l'église du village, mais il te faut une transition. Par exemple, le guide dirait... Bien, maintenant nous allons quitter le site du tumulus du diable pour nous rendre à l'église qui se trouve au centre du village. Pour cela, rien de plus facile, il suffit de suivre les traces de sabots géants au sol. Ah ouais, c'est à ce moment-là que je vais expliquer pourquoi il y a un socle vide à la place de la gargouille. Tu sais, celle qui était devant l'église. Elle a bien sûr pris vie grâce au pouvoir d'un extraterrestre de la race des Daemon. Peut-être vous demandez-vous pourquoi le Daemon l'a fait. Car le maître lui a demandé, tout simplement. Vous avez déjà tenté de refuser de respecter un ordre du maître, vous? C'est tellement dur. Son plan était de demander au Daemon de lui donner son pouvoir, pour qu'il puisse détruire la Terre avec. Je sais ce que vous vous dites. N'y avait-il donc personne pour empêcher cet homme d'accomplir une telle folie? Eh bien, oui. Une personne s'est levée. Une personne l'a affronté. Une personne a bravé les dangers pour combattre le maître et lui demander d'arrêter de faire l'idiot. Cette personne est devenue une icône héroïque pour notre petit village. Cette personne, c'est bien sûr... Le docteur! Ben non, enfin, pas du tout. C'est Mademoiselle Hawthorne, la sorcière blanche. Tu sais, la protectrice de notre village. Elle a été voir les archéologues et les présentateurs de la BBC. Elle leur a dit, c'est débile ce que vous faites. Jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. La désolation va nous frapper, vous et le monde entier. Si vous persistez, vous allez réveiller la bête. Oui, la bête! Oui, c'est logique en vrai, c'est elle l'héroïne de l'histoire. Elle tente d'empêcher les archéologues d'ouvrir la tombe, et en plus elle résiste au pouvoir d'hypnose du maître. Elle tabasse plusieurs de ses disciples et sauve tous les personnages de la série plusieurs fois. Comme lorsqu'elle fait croire que le docteur a des pouvoirs magiques. On va dire que la place centrale du village a été rebaptisée en son nom. Ah ouais, bonne idée. Bon, et sinon, le docteur, il fait quoi dans tout ça? Bah, le docteur, vous savez, il est mis hors combat, comme je vous l'ai expliqué. Il a été congelé dès le premier épisode. Du coup, il va passer presque toute l'histoire à faire de la moto, à construire une machine pour permettre le passage de Unit. C'est pas mal. Ouais, enfin, il va quand même passer le reste du temps à dormir dans le bar du village. Hein. Et quand il se réveille, le gars, il fait une soirée diapositive pour expliquer qui est l'ennemi de la semaine. Bah, c'est bien aussi. Non, mais j'ai pas dit que l'exposé était mauvais. Hein. D'ailleurs, l'exposé du docteur, qui parle des cornes à travers les âges, et qui explique que toutes les créatures mythologiques emportaient, du dieu égyptien au dieu chrétien. Il explique qu'en fait, toutes ces créatures sont exactement les mêmes, c'est-à-dire des extraterrestres de la planète Daemon. Dites, et vous, dieu du résumé, vous avez des cornes? Dieu est célibataire. Je vois pas le rapport. De plus, le docteur continue dans son exposé en expliquant que la magie, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, n'est rien d'autre que la technologie des Daemon. Et même, le comble pour le docteur, c'est que c'est même pas lui qui se débarrasse de la bête. Non, c'est Joe qui fait ça. C'est elle qui tue le Daemon en le faisant bugger comme une mauvaise version de Windows. Et là, le démon, il se met à crier. Ah, un sacrifice. Elle est prête à mourir pour sauver une autre personne. Je ne comprends pas. Redémarrer système. Le démon que vous tentez de joindre est pour le moment inaccessible. Veuillez réessayer plus tard. Oui, tu as raison. Pas très en forme le docteur dans cet épisode. Donc poursuivons la visite du village. On va devoir faire visiter le bar, la chambre au-dessus du bar. Ensuite on parlera d'Unit, de leur voiture, de leurs camions, de leurs hélicos qui se sont explosés sur la barrière invisible. Et bien sûr, leur pire perte, la cravache du brigadier. Bah, y a qu'à rajouter le cercle de cendres comme endroit à visiter.
Reste plus qu'à finir la visite là où l'histoire se termine, dans la cave sous l'église. Exactement. Alors imagine, le guide est debout, il parle aux visiteurs. C'est dans cette cave, sous l'église, que le maître a invoqué Azal pour la première fois. Avec lui, il y avait tous ses disciples qui formaient un cercle de magie noire. Le maître tenta de séduire Azal afin qu'il fasse de lui son élu. Très peu de résultats. En fait, Azal ne lui répondit même pas. Alors, le maître, désespéré, a détruit la pierre que vous voyez au sol, afin d'attirer l'attention du daemon, et il finira par apparaître devant le maître. Certainement renforcé par le fait d'avoir réussi à contrôler tout un village, le maître ne se sent plus, et se dit que ce serait une bonne idée de réussir à contrôler un démon ancestral de plus de 100 millions d'années. Or, le démon n'est pas d'accord. Et voilà, le démon n'a Dieu que pour le docteur. Et il se moque même un peu du maître en lui disant de le ramener le docteur, car lui est plus intéressant. Le maître a beau l'avoir invoqué, Azal n'a ni Dieu ni maître. Le maître demande au démon « S'il te plaît, je peux être ton l'élu, s'il te plaît ?» C'est alors que, ayant réussi à détruire la gargouille de pierre à coups de bazooka, nos héros font leur entrée dans la cave. Je veux que vous imaginiez la bataille finale qui a pris place ici. Les clans sont formés. D'un côté, elle, notre héroïne, la sorcière blanche, secondée par le docteur et Joe. De l'autre côté, le maître et ses sbires, tous déguisés pour la cérémonie sacrificielle, afin d'invoquer les ténèbres sur Terre. Le docteur fait un speech magnifique. Alors Azal accepte de lui confier son pouvoir. Il fait de lui son élu, car il est impressionné. Mais le docteur n'en veut pas. Ses pouvoirs, il ne les prendra pas. Mais le plan du démon est très clair. Soit il détruit la Terre, soit il transmet ses pouvoirs à un élu. Fâché, le daemon va tenter de tuer le docteur. Mais Joe s'interpose pour se sacrifier. La notion de sacrifice étant complètement incompréhensible pour le démon, du coup, il s'autodétruit. Et comme ça, le maître a été arrêté par Unit. Ce qui met fin à notre visite. Eh bien voilà, c'est fini, au moins le maître reviendra plus. Le maître, plus jamais. Ah, il est enfermé pour de bon, j'en suis sûr. Bon bah reste plus qu'à l'enregistrer. Ah bah écoute, merci en tout cas. Vraiment, bah écoute, je vais de ce pas aller l'enregistrer. Alors, bonjour. Alors, vous êtes le groupe Weebly pour la visite de la ville de Demon's End. Je suis votre guide. Merci beaucoup pour ce résumé d'histoire. L'équipe de production, donc, cet épisode est scénarisé par un certain Guy Léopold, donc, qui en fait n'est pas une personne, n'est pas une, disons qu'elle, c'est pas son vrai nom en tout cas. C'est deux personnes qui sont Robert Sloman et Barry Letts. Donc, Robert Sloman, je vais d'abord commencer par Robert Sloman. Barry Letts, on en a déjà parlé dans le Weeblycast numéro 4, Enemy of the World. Mais je vais parler d'abord de Robert Sloman. Robert Sloman, c'est un écrivain de pièces de théâtre. D'accord. Il a participé à l'écriture de 4 histoires de Doctor Who, et dont The Demons est la première. C'est le père de Carol Slopman, j'aime beaucoup ce nom, qui est Talia, qui joue à la fois Talia et le computer dans Zaltis, qui doit être, j'imagine, un Big Finish. Là, j'essaie de réfléchir. Ça me dit rien. D'accord. Barry Letts, du coup, c'est un réalisateur dont on a parlé dans l'épisode 4. Juste une remarque par rapport à Barry Letts, qu'il me semble qu'on n'avait pas mentionné plus tôt. Je vérifie si je ne me trompe pas. Son portrait a été utilisé comme une des incarnations précédentes du Docteur, dans un épisode de la saison 13 qu'il a dirigé. Donc on en parlera plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul portrait à ne pas réapparaître dans The Timeless Children. Voilà.
Alors, Si tu veux qu'est-ce qui me- n'est pas le seul à apparaître dans Timeless Children? J'ai pas compris. Barry Letts. Barry Letts, en fait, son portrait apparaît comme une des incarnations précédentes du Docteur Oui! dans un épisode. Oui, oui, ah oui, D'accord. oui, oui, Et oui, parce qu'en fait, donc dans un épisode futur, on va montrer plein d'incarnations qui semblerait-il sont des incarnations passées de William Hartnell. Et en fait, il montre surtout des auteurs de Doctor Who, des gens qui ont participé dans la production. voilà. Et donc du coup, Barry Letts, c'est le seul à ne pas apparaître, c'est ça? Non, dans cet épisode, il apparaît, mais il est seul à ne pas apparaître dans The Timeless Children. D'accord, ok, ok. Dans le final de la saison 13, 12, j'ai oublié, avec de Jodie Whittaker. Ouais, ouais, saison 12 avec Jodie Whittaker. D'accord. En tant que réalisateur, on a Christopher Barry. Christopher Barry qui est un vieux de la vieille. Il a déjà fait l'épisode 1, 2, 4 et 5 de The Daleks. Il a fait The Rescue, The Romance, The Savages et The Power of the Daleks. Il est un des 3 seuls réalisateurs à avoir dirigé William Hartnell, Patrick Troughton, John Pertwee et Tom Baker. Les 2 autres étant Douglas Camfield et Lenny Mayne. Je pense qu'on a déjà fait, j'ai déjà parlé de ça quand on a parlé de Douglas Camfield. En termes de casting, nous avons donc Miss Hawthorne, qui est donc la sorcière, Ouais, si je ne c'est m'abuse. ça. Elle est jouée par Damaris Hayman. Elle reprend son rôle dans The White Witch of Devil's Hand, qui est en fait un spin-off de Doctor Who en 6 épisodes. Je pense qu'il est sorti directement en DVD ou en VHS. Donc il y a une série sur cette sorcière, en fait, tout simplement. Dans le genre spin-off sorti de nulle part. Il y a un Ça se DVD, il y a un spin-off sur elle, ok, je savais pas. Voilà. Elle a aussi joué dans Quand la panthère rose s'en mêle, qui doit être le 3e. Qui doit... Ok, d'accord. Avec la panthère rose. Alistair Fergus, donc, qui est le journaliste. Alors lui, c'est intéressant parce qu'en fait, sa ville d'origine, c'est en fait le lieu de tournage de l'histoire. Le petit village, il est né dans ce village-là, en fait. Mhm. Donc l'acteur, c'est David Simon, je ne l'ai pas cité. Il a joué le soldat Latimer dans Inferno. Et il a également joué dans Un poisson nommé Vendée. Ah, quel film. Voilà. On a Gerald Taylor qui joue le conducteur de camion, Mhm. qui est un opérateur de Dalek. Donc alors là, je peux pas faire toute la liste, mais il a été opérateur de beaucoup d'épisodes. Il a aussi été opérateur de Dalek dans le film Doctor Who and the Daleks. Et il a joué un Zarbi et Wotan dans The War Machine. Stanley Mason joue Bok. Donc Bok, c'est la Bok, pour moi, gargouille. c'est l'alien. Enfin, c'est la créature, quoi. C'est la seule des D'accord. créatures ailées qui est nommée. Il est joué donc par Stanley Mason, qui a un rôle non crédité d'un prêtre alien dans Colony in Space. Voilà. Azal est joué par Stephen Thorne, qui est la voix de la version audio de l'adaptation de The Mythmakers. Mhm. Ok. Donc en gros, Mythmakers a été adapté en audio, c'est lui qui lisait le texte. D'accord. Et chez Big Finish, il va jouer Eldrad dans Eldrad Must Die. Mhm. Ça vous dit rien? Ça, Ok. de nom, ouais, mais sinon rien. Il joue Malador dans Guardians of Prophecy, qui est une Lost Stories. Il joue un certain Omega dans Intervention Earth, dans la série Gallifrey, et il joue un secrétaire du club dans The Belova Devil dans de Jago et Lightfoot. D'accord, ok. Ça, je connais déjà un petit peu plus. Donc, Gallifrey Intervention Earth, c'est un arc narratif, on va dire, dans la série Gallifrey. Jago et Lightfoot, bon bah, c'est des compagnons qui en font une série à eux, donc ouais, ça je vois déjà un peu plus. Les danseurs de la danse Maurice, parce que la danse s'appelle Maurice, Morris, Comme ma femme. c'est le Headington Quarrymen, qui est un des 4 plus vieux groupes de danseurs de la danse Maurice en Angleterre. D'accord. Ils revendiquent que leur groupe a commencé au XVIIIe siècle à danser cette danse. Et ils ne sont plus arrêtés depuis. On a Matthew Corbett qui joue Jones. Et Jones, c'est un des adeptes de la secte. Il est connu pour avoir présenté le Sooty Show pendant 25 ans, qui est en fait qui est une émission pour enfants avec des marionnettes. C'est un peu le Sesame Street anglais. Voilà. Et bien c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand monde dans cette histoire, et tant mieux. L'aigle, à toi. Alors, du coup, on est sur l'épisode The Daemons. Je vais donc parler des Daemons, logique. Donc, ils ont une seule apparition télé. The Daemons, logique, au vu de l'histoire de l'épisode.
et ils ne sont représentés que par un seul membre, Azal, dernier de son espèce. C'est mythologiquement assez puissant, hein. The Daemons est mythologiquement assez puissant parce que on apprend que les Daemons sont à l'origine de toutes les avancées humaines. Un peu comme les Silence. Merde, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bon bah on sait pas. Et sont les individus qui ont été pris pour des dieux et des démons pendant les millénaires d'évolution de l'homme. Et du coup, le véritable diable de Satan Pit, on en fait quoi? Oh, puis merde. Donc du coup, voilà, de toute façon, écoutez, vous pouvez choisir votre diable. Donc le canon de Doctor Who, hein, voilà, vous pouvez choisir quel est le véritable diable. Donc finalement, le canon de Doctor Who, c'est une question de religion. On parle des Silence, des créatures de saison 10, c'est ça? Ouais, la saison 6, De- exact. Depuis tout à l'heure, je pensais que tu parlais des Silence de Battlestar Galactica. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il Bah raconte? oui, logique. Oui, bon. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est, enfin, je veux dire, c'est comme Atlantis dans Doctor Who. Il y a au moins 3 ou 4 voire 5 Atlantides, pardon, et donc du coup, c'est bon, au bout d'un moment, et t'as 30 000 versions pour un même truc qui fonctionne en même temps, bah c'est pareil, hein. Donc du coup, c'est quoi qui a fait avancer l'humanité? C'est les Silence, c'est les Daemons, et encore, je me demande s'il n'y en avait pas un troisième à un moment, enfin bref. On va s'arrêter là parce que sinon, bientôt. Il y a bien. Ah oui, mais si, je Il y a crois bien qu'il y a tout simplement un épisode qui dit que c'est les humains eux-mêmes. Enfin bref. Non, mais il y a aussi toute l'histoire du panthéon de Dieu qu'on retrouve dans la dernière saison aussi, où il y a l'histoire de. Ah oui, alors ça, le panthéon de Dieu, c'est encore autre chose, mais il me semble pas que le panthéon de Dieu aurait influencé les hommes. D'accord. Il me semble pas. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais du coup, voilà, ça se trouve, c'est eux le troisième truc. Mais du coup, le panthéon de Dieu, on va en parler parce que ça va être intéressant. Donc, Ah, d'accord. voilà, pour l'instant, Azal. Azal est représenté comme un géant à l'aspect de satyre, mais dans un film de 2004 qui est un direct à la vidéo, comme Autumn ou Downtime, comme un spin-off finalement, comme celui sur Miss Hawthorne. On retrouve ses ennemis avec une peau plus rouge. Dans le film, il y a aussi Kate Stewart, voilà, donc si ça vous intéresse. Euh, donc, ils ont deux apparitions audiovisuelles. Donc, ils ont quelques livres, la novélisation Doctor Who and the Daemons, par exemple. Le film, cité précédemment, a aussi sa novélisation. Et oui. Aucun changement notable à remarquer, hein, si ce n'est que la novélisation du film dit que le film se passe aux alentours de 73 et pas dans le futur comme prévu au début, hein, c'est vraiment la merde Doctor Who. Voilà. Azal est le personnage principal d'un comics, Voyage to the Age of the Universe, dans lequel on apprend qu'il est l'un des seuls êtres de l'univers à avoir voyagé au bord de l'univers. Ça fait partie du Doctor Who Magazine 49, sorti en 81, du coup Nopoman l'aurais-tu lu? Redis voir le titre. Voyage to the Age of the Universe. Il n'y a pas de docteur dedans, c'est Azal qui est le personnage principal, et on apprend qu'il est l'un des seuls êtres de l'univers à voyager au bord de l'univers. Je pense que tu m'en aurais parlé. Enfin, t'en aurais parlé Non, dans le ça me salon dit rien du tout. de Non, Paramédia. non. Si... Je l'ai pas. Ça me dit rien du tout ça. Je vais faire une petite recherche pendant que C'est pour ça que je tu comprends fais pas, ça. parce qu'en fait c'est Doctor Who Magazine 49 en 81. Pourtant, tu as commencé le Doctor Who Magazine dès le début, donc je sais pas, il y a un deuxième Doctor Après, Who c'est Magazine. possible que ce soit une backstory, Ouais. pas forcément une histoire qui avec le docteur. Moi, Ah oui, j'ai lu oui, c'est pas une histoire avec le docteur. docteur, ça c'est sûr. Non, voilà. Donc Ça- des backstories, j'en ai lu que une ou deux, et il y avait pas ça. Ah, donc ça veut dire qu'il y a Donc, plusieurs comics dans un Doctor Who Magazine. dans un Docteur Magazine, t'as une histoire principale avec le docteur, Ok. qui se suit d'épisode à épisode, et t'as une petite histoire courte qui peut parfois faire quelques épisodes aussi, mais qui en général parle plus de l'univers en général, l'univers Doctor Who. Et, D'accord, bah ça c'est pas mal, je trouve, comme concept. Et donc, du coup, il y a une backstory qui s'appelle Voyage to the Age of the Universe, dans lequel on apprend qu'il est un des seuls êtres de l'univers à voyager au bord de l'univers. Donc, on voit que c'est un scientifique quand même, voilà, c'est je pas vais, n'importe quel scientifique de je son vais faire espèce. une petite recherche pendant que tu continues ton dossier. Ok. Alors, il est aussi au cœur d'une histoire audio, en fait, qui est plutôt relatée, plutôt que vue par nous en tant que spectateurs, puisque le quatrième docteur et Lila tentent d'empêcher quelqu'un de le réveiller dans le Japon du XVIIIe siècle, comme quoi tout le monde essaye de le réveiller, celui-là. C'est dit dans le main range, Time in Office, le 230. Juste une petite remarque après une rapide recherche sur Voyage to the End to the Edge of the Universe. Donc en effet, ça m'a l'air d'être une histoire une backstory, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui est dessinée par un certain Dave Lloyd, Mhm. que vous connaissez sûrement, puisque c'est lui qui a dessiné V pour Vendetta. D'accord, ah oui, oui, effectivement. Donc c'est pas n'importe qui, mais voilà, c'était juste une petite
petite remarque, vous pouvez reprendre. Ok, donc le truc le plus intéressant pour ce dossier, qui essaie de retracer l'histoire des Daemons, finalement, c'est une pure nouveauté. Avec la sortie de l'événement Time Lord Victorious, qui est plus récent mais dont tous les détails n'est pas connu de tous, l'une des sorties est l'annual 2021 de Doctor Who, que j'ai. C'est la toute première sortie de Time Lord Victorious. Et en fait, à la fin de cet annual, qui contient surtout des jeux pour des enfants d'habitude, hein, on trouve un faux journal tenu par Riversong qui s'appelle The Dark Times, en référence au Figaro, évidemment. Donc le truc super cool de l'événement, c'est que il invente le Dark Times, donc du coup c'est mythologie plus 1000 quoi. Donc je précise, hein, le Dark Times c'est une époque, parce que bon, la manière dont je le dis, on peut peut-être confondre. The Dark Times, du coup, c'est une époque, les temps sombres, qui est censé être le tout début de l'univers. Et après, vous avez ce journal qui s'appelle The Dark Times Times. Et dans ce journal, on a plein de détails sur The Dark Times qui sont pas développés ailleurs, mais juste qui vont juste coller des morceaux. Comment vous dire? En gros, l'événement inventé de Dark Times, et dans ce journal, on va reprendre plein d'éléments de la série, plein d'éléments de l'univers, et en fait, on va les coller au Dark Times en disant, enfin, en tout cas, on va dire voilà en quoi c'est lié au Dark Times. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça crée une toile vraiment, c'est cohérent. Et donc on apprend notamment qu'au tout début de l'univers, la mort n'existait pas, ça c'est le principe de The Dark Times, et a été amené par les Kotoru. Et c'est comme ça que sont nés les immortels. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'allais parler de ce panthéon de dieux, parce qu'en fait les immortels sont donc des gens qui ont fui ailleurs, donc ce sont des dieux littéraux, hein, on en voit plusieurs dans Doctor Who, et dans le dernier en date, c'est l'épisode sur les cauchemars de la saison 12, on en voit deux justement. Mais on estime que le Toymaker en est un aussi. Donc, les Daemons ont quant à eux combattu les Kotoru, et c'est ainsi qu'ils ont disparu en tant qu'espèce, mais seul Azal a survécu en animation suspendue sur Terre. Les Rachnos, les araignées géantes de la saison 3 avec le 10e Docteur, sont aussi des créatures de cette époque-là. Logique, vu que du coup c'est eux qui fabriquent la Terre, donc c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas venir après les Daemons si Azal s'est réfugié sur Terre. Le seul problème qui semble être une incohérence, après c'est peut-être moi qui ai mal lu, mais je trouve ça un peu bizarre, c'est que le Dark Times, donc l'époque des Kotoru, c'est censé se passer des milliards d'années avant la création de la Terre. Donc c'est un peu un flou dans la narration, ou peut-être que c'est dû à un changement temporel dû au Docteur, vu que c'est au cœur de l'histoire, je ne sais pas. Auquel cas on peut se demander les effets que ça a pu avoir sur Azal et les Daemons, mais franchement on ne saura jamais. Voilà. Après, Azal était peut-être en combat, est parti en voyage, et ça n'a pas forcément... Son espèce a disparu pendant le combat, et après, un milliard d'années plus tard, il est allé sur Terre. Oui, c'est possible, hein, le mec est allé littéralement sur le bord de l'univers, mais peut-être qu'il est tombé dans un faisceau un petit peu moins puissant qui lui a mis un milliard d'années pour voyager sur Terre. Non, mais c'est possible, en vrai. Non, mais en plus, la planète Terre, c'est leur petit lieu de laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont nous les humains, on est leur petit rat en plus, donc bon, c'est pas n'importe quelle planète. Et en plus, je crois qu'ils ont fait ça sur plusieurs planètes. Enfin bref. Voilà, du coup, c'était le dossier sur les Daemons. Vous en savez comme ça un petit peu plus sur les Daemons. C'est bien, je trouve, parce que Oui, il y a plus que ce que j'imaginais. voilà, c'est ça, parce que pour un truc qui a l'air d'être un seul épisode et de ne parler que d'un seul truc, pour un truc, on peut se dire bon bah ils vont apparaître une fois, mais il n'y a aucun moyen de les faire apparaître ailleurs. Mais en fait, il y a plein de petites choses, il y a des backstories, il y a des liens avec des événements, et donc du coup, on en apprend juste plus, et donc c'est pas mal, ça nourrit un peu l'univers. C'est ça le problème. Ok, donc en parlant de diapositives, je ne vais pas parler de diapositives du tout, je vais parler des anecdotes autour de cet épisode qui est bourré d'anecdotes, pour être tout à fait honnête. Le premier, c'est que à partir de cet épisode, il n'y a plus eu, jusqu'à présent, d'histoire en 5 parties. Oh mon dieu! Voilà. Le tournage de cet épisode a eu lieu dans le village de Aldbourne, dans le comté de Wiltshire. Il n'y a aucune, par contre, indication où se trouve dans le lore Doctor Who Devil's Hand. Mais il y a une référence dans l'épisode. À un moment, le journaliste qu'il mentionne le 3e comte d'Aldbourne. Donc il mentionne la vraie ville de tournage dans le lore Doctor Who. Je sais pas si ça... Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a un plan d'hélicoptère qui explose. C'est un plan qui est un plan non utilisé d'un film de James Bond qui est Bon baiser de Russie. Ouais, il me semble que j'avais entendu parler de cette anecdote, je trouve ça cool quand même.
Genre, bon, Et- les gars, vous avez fait exploser un hélicoptère pour rien, c'est possible, on prenne les rushs? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Et tu vas peut-être entendu parler, parce qu'en fait, c'est un plan qui a déjà été utilisé dans Enemy of the World. Ah, mais c'est Donc, pour ça que j'en ai déjà entendu parler, oui, effectivement. Voilà. C'est exactement le même plan, sauf qu'en fait, ils l'ont mis en noir et blanc pour Enemy of the World. Mais colorisé. Alors, c'est intéressant parce que dans l'épisode, on parle de la caverne en dessous de l'église, mais jamais de la crypte. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne voulait pas offenser les personnes religieuses. Hmm. De la même manière, il n'y a pas de référence à Dieu. Mais apparemment, ça pose aucun problème de parler du diable. Comme Ouais. quoi, Ouais, j'imagine parce que le diable est beaucoup plus uniforme que Dieu, en fait, dans le sens où fait plus on se partie met de plus la d'accord pop sur culture. sur sa notion. Voilà. Bon, l'incantation du maître, alors ça c'est une petite référence avec aussi notre traduction. L'incantation du maître est en réalité la comptine Mary had a little lamb à l'envers. Nous on l'a traduit par une souris verte que nous avons donc inversée. On a pris une souris verte, on l'a mis à l'envers. À l'origine, ça devait être le Notre Père, mais la BBC a mis son veto là-dessus en disant ouais bon non peut-être pas. Et donc voilà. Quitte à faire un truc satanique, autant prendre une comptine pour enfants. On a dans cet épisode la fameuse ligne de dialogue Chap with the wings there, 5 rounds rapid, qui est l'une des plus iconiques de la série. Et en fait, cette ligne de dialogue a failli ne pas passer le montage. C'est Barry Letts qui a insisté pour qu'elle reste. Et je Ah. pense que c'est toi qui nous a dit, L'Aigle, qu'en fait Oui. c'était même le titre de la. En fait, de la vidéo c'est un dialogue que c'est une dialogue. Tu l'as dit, c'est extrêmement iconique parce que ça fait rire tout le monde. Et en fait, c'est tellement iconique que Nicholas Courtney, donc le brigadier, celui qui joue le brigadier, en a fait le titre de sa biographie. Et voilà. Ça veut dire quoi en Alors. français du coup? Comment Ça veut dire quoi en français du coup? Excuse-moi, Euh, le mec là-bas avec des ailes, tu- 5 Ouais, tu tires 5 fois sur lui. 5 tirs rapides sur le mec avec des ailes là-bas. Ouais. Donc, Ok. vous vous souvenez que l'église explose à la fin et la scène a été tellement convaincante pour les spectateurs qu'en fait la BBC a reçu plusieurs plaintes parce que les gens ont cru que ça avait vraiment fait exploser l'église. Ah là là. Dans l'épisode 2, pas loin de Devil's End, il y a un village qui s'appelle Satan Hall. Donc vraiment le coin, si un jour je déménage dans un coin qui a un truc qui s'appelle Devil's End et Satan Hall, génial, c'est vraiment l'endroit de rêve. C'est ça. Alors, c'est la seule histoire dans tout Doctor Who où on a un cliffhanger dans lequel c'est le maître qui est en péril. D'habitude, il y a toujours le compagnon de Ah bah oui, quoi qu'est-ce. forcément. Et là, pour la seule fois que c'était le maître. Alors, là, ça me fait extrêmement rire cette anecdote. C'est que, par rapport à cette histoire de timeline, machin truc, comme quoi, en fait, ces épisodes de Unit se passaient dans un futur proche, Oui. la fouille archéologique est retransmise sur BBC 3, Mhm. BBC 3, qui est une chaîne qui n'existait pas à l'époque. Mhm. Mais ils étaient persuadés qu'en fait c'était une chaîne qui allait bientôt sortir, c'était une question de quelques années en fait. Donc ils se sont dit, bon bah enfin on va faire BBC 3, comme ça bah, ça fait genre ça dans le futur, mais un futur proche. C'est vraiment Sauf- l'exemple même de comment est-ce qu'ils de pourquoi enfin ça prouve vraiment qu'ils ont ancré ça, ils ont voulu ancrer ça dans un futur proche et pas dans Exactement. le présent. Donc ça se passe pas techniquement, c'est pas censé se passer en 71. Exactement. Le seul problème, c'est qu'en effet BBC 3 a existé, mais elle était lancée en 2003. Ouais, bon après l'univers de Doctor Who n'est pas exactement le nôtre. Bon Et voilà, il y a ce pas eu que les je Daleks trouve- qui nous ont envahis, bon. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que même dans le Wikipédia Doctor Who, ils disent on a quand même un peu de mal à justifier que cet épisode se passe en 2003. Non, sans déconner. Ouais, c'est la Voilà. merde. Bon. Les symboles sur le collier du maître sont écrits en alphabet thébain, T-H-E-B-I-N, qui est un vrai alphabet occulte qui est apparu pour la première fois en 1518. Et en fait, si on traduit les lettres de cet alphabet thébain, les lettres forment le mot master. Oh. C'est le seul épisode de Doctor Who dont le titre comporte une ligature. Je ne vous explique ça, une ligature comme dans œuf par exemple, le O et le E. Et Ouais, on commence ouais. le A et le E. C'est l'épisode 2 de cette histoire et le 300e épisode de la série. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme anecdote? Hawthorne, donc la sorcière, appelle le docteur Wizard, Quid, Quad, Quod, qui sont en fait les trois déclinaisons latines de qui. Oui, exact. C'est une des seules 11 histoires. Ça c'est le genre de truc qui me fait rire dans les anecdotes de Doctor Who. C'est une des seules des 11 histoires dans lequel le TARDIS n'apparaît pas. Je pense qu'on avait déjà fait une liste auparavant. Il faut appeler propos de ça. notre faiseur de liste officiel. Mais est-ce que vous êtes capable de me citer au moins 3 épisodes
sans regarder mes notes. dans Alors lequel- Midnight, je suis sûr qu'il apparaît pas le Tardis. Oui, c'est un des 11 épisodes. Est-ce qu'on considère la vision extérieure ou avec la console? C'est-à-dire si on voit la console, ça compte ou pas? Je ne sais pas. Essaye voir, je dis Parce c'est que dans par la exemple liste. dans Inferno, on voit la console mais pas l'extérieur. Et il n'est pas dans la liste. Donc ça veut dire qu'on Donc, compte la c'est- console. oui, Ok. il compte la console. Putain, le pire Moi, c'est que je j'en suis connais déjà d'autres. pas capable de te citer les 7 nains, alors ne viens pas me demander Bon, allez, je vous l'ai je dit. je suis sûr que... Attends, je suis sûr que je vais dire ah mais oui bien sûr, mais ouais, j'en ai Mais d'autres. il y a au moins 2 épisodes de la saison 12. Non, saison 11. Ah Saison- bah oui, voilà, c'est ça. C'est The Woman Who Fell to Earth. Oui. Et le deuxième épisode, forcément, qui s'appelle, je ne sais plus, The Ghost Monument. Non. Ah non, on voit à la fin, du coup. Bah si tu dis... attends. Alors du Mais coup c'est Ascension of the Cyberman, mais c'est saison 12. ça, non. Ah d'accord, ok. Et donc Mission to the Unknown, Doctor Who and the Silurians, Mhm. The Mind of Evil, The Sea Devils, The Sontaran Experiment, et après Genesis of the Dalek, donc c'est des épisodes qu'on n'a pas encore vus, et Midnight, The Lie of the Land. The Lie of the Oui. Land, ouais. C'est l'épisode de Lie of the Land, c'est l'épisode avec qui se passe en Irlande, c'est ça? The Lie of the Land, non, ça se passe en... C'est pas le truc avec les Romains? Non, ça tu confonds avec The Eaters of Light. Oui, Non, exactement. The Lie of the Land, c'est la trilogie des moines. Ok. Très bien. Je crois que c'est le dernier. Et par contre, c'est le seul final dans lequel on voit pas un Tardis. Pour l'instant. D'accord, ok. L'actrice qui joue la sorcière, Damaris Heyman, était en fait intéressée par le surnaturel. Et elle a invité une de ses amies sur le plateau, qui est une sorcière, et qui a servi un peu de consultante par rapport à la magie par rapport au script. D'accord, ok. Donc peut-être pour ça que la BBC s'est dit, oh, peut-être pas trop tenter le diable. Qu'est-ce que... C'était même pas dans mes notes, tu vois. Alors, ça c'est aussi un peu pour moi, c'est le genre de truc qui me plaît à savoir. C'est l'histoire préférée de John Pertwee. Et c'est la seconde histoire préférée de Nicholas Courtney. La première étant Inferno. Ouais, je comprends. Nicholas Courtney a du goût. Bon, cela dit, après, je peux comprendre par rapport à ce personnage, ça va être l'histoire la plus marrante à jouer pour lui, ça avait été Inferno. Oui, voilà, c'est ça. La relation entre Pertwee et Barry Letts pendant le tournage était assez tendue. Pertwee faisait un peu sa diva, et pour qu'il puisse participer à un spectacle qui fait il participait dans des cafés-théâtres, il a demandé à faire un tournage un week-end pour que lui puisse travailler pendant la semaine, une soirée comme ça. Et ce qui a fait que Barry Letts a dû rater le mariage de sa sœur. Et il a fait lire par le témoin le message suivant: Doctor Who m'a empêché de venir, avec un double sens très évident, en tout cas en anglais. Oui, enfin oui, en anglais, faut le lire en anglais, donc là les gens ne peuvent pas nous comprendre. Le dialogue où Yates invite le brigadier à danser et ce dernier dit qu'il préfère boire une pinte, en fait a été improvisé sur le tournage. Il y a aussi le petit passage où Joe et le docteur se perdent car Joe ne lit la carte à l'envers. Et en fait ça s'est tiré d'une histoire vraie où Cathy Mennings et John Pertwee se sont vraiment perdus en allant sur un lieu de tournage. Ah, c'est parfait. En fait, l'histoire est encore plus complexe, c'est que c'était vraiment Katie Manning et John Pertwee qui se sont perdus, mais il se trouve qu'ils avaient filmé depuis le début. Du coup, ils l'ont mis dans l'épisode. Il y a un mec qui filme à côté. Non. Dans cet épisode, on a le docteur qui commence une comptine vénusienne. Et en fait, il la répétera un peu plus dans une autre histoire. Et pour terminer, on a une mention de la planète Deimos dans l'épisode de Satan Pit avec le 10e docteur. Et Ok. ainsi, je termine ma longue liste d'anecdotes et je laisse la parole à l'aigle pour la seconde partie des paramédias Yes. sur Unit. Alors, il faut savoir que, juste sur ce que tu disais, la planète Deimos est mentionnée dans l'épisode de Satan Pit. J'ai vu la même anecdote que toi et je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Et j'ai essayé de chercher plus d'informations, j'ai rien trouvé. Donc, si ça se trouve. C'est pas une vraie information. T'as je- cherché dans le script de l'épisode? Non, j'ai recherché quelques extraits sur YouTube, je l'ai pas trouvé. Donc, Ok. ça me Je paraît vais quand chercher même tout de bizarre, suite. mais je suis pas allé me remater l'épisode en entier. Mais voilà, et donc bon, apparemment l'épisode Deimos, enfin la planète Deimos est mentionnée, mais ça me dit rien, et donc ouais, c'est bizarre. Bon, pourquoi pas. Au moins, ça aurait l'avantage, sans forcément que ce soit très justifiable, très compréhensible,
bah, que au moins les deux existent en même temps et que Russell T Davies a pas juste mis ça sous le tapis, quoi. Bon, bref, parlons paramédia. Donc, je vous ai parlé des Demons que je Attends, prononce. Oui. je suis désolé de t'interrompre. J'ai le script sous les yeux. Ah, Et donc, quel homme, quel homme. et j'ai donc le docteur qui dit qu'on on a la représentation de la bête cornue. J'essaie de faire une traduction live. La représentation de la bête cornue à travers l'univers, dans les mythes et légendes de millions de mondes. Et là, il fait une liste. La Terre, Draconia, Nouvelle Constantine, Deimos. Et après, D'accord, il dit, The mais, God of War, it's the same image. Qu'est-ce que c'est, Doctor Who, si ce n'est du name dropping? Un peu. mais du coup, ça, oui, c'est ça, ça explique pas. Enfin, c'est-à-dire que dans Satan Pit, on dit que le diable c'est the truth behind the myth. Tu vois, c'est la vérité derrière le mythe, tu vois. Mais du coup, le Ouais, problème, c'est que la vérité derrière le mythe sur Terre, c'était déjà les Deimos. Donc ça veut dire qu'il y aurait une vérité derrière derrière la la vérité. vérité, tu vois. Exactement. Ah, Donc c'est pourquoi pas, trop mais compliqué. ok. Bon, du coup, je vais vous parler des paramédias de cet épisode de Demons, que j'arrête pas de prononcer de Demons, alors qu'il faut pas, selon le Wikipédia et selon comment tous les acteurs le prononcent aussi. Donc bah, donc de Demons. Mais je vais vous parler de Unit. Je vais vous faire la deuxième partie, et étant donné que Unit c'est aussi un très grand sujet, je vais uniquement vous parler de Unit pendant l'ère du troisième Docteur. Si vous allez sur l'épisode de Invasion, donc je crois que c'est le Bleedcast 10 si je dis pas de bêtises, vous pourrez trouver la partie 1 qui en fait est Unit avant l'ère du troisième Docteur. Donc comme dit plusieurs fois, l'ère du troisième Docteur est censée se passer dans le futur. Je sais pas si je l'ai dit concrètement avant, mais en fait j'attendais vraiment cet épisode pour le dire, parce que comme Nopoman l'a dit, l'ère du troisième Docteur est censée se passer dans un futur proche, et on a un exemple ici précis avec BBC 3 qui est vraiment là pour montrer concrètement que ça s'ancre dans le futur. Donc du coup, s'il y a une troisième chaîne BBC, c'est forcément le futur, t'as vu. Donc jusqu'à ce qu'un gentil épisode des années 80 nous dise lol, c'est pas si simple, mais ça on en parlera plus tard. On le remercie beaucoup cet épisode parce que du coup ça fait 15 Weeblycasts qu'on n'arrête pas de vous dire ouais les années 70, les années 80, on n'en sait rien. Voilà, et même les personnages dans la série, dans l'univers, ne savent pas le nombre de références à ah oui, je me souviens de ça, ça se passait dans les années 80 ou 70 peut-être, je sais plus. On les compte plus, hein, vraiment. Genre même Nopoman commence à m'en envoyer maintenant, donc c'est pour vous dire. Nous voilà à la chronique sur Unit pendant l'ère du troisième Docteur. En paramédia, donc évident, parce que sinon, pas regarder la série, hein. Donc il y a énormément de choses qui se passent après, mais ici on va continuer sur pendant, ne serait-ce que pour vous donner des suggestions d'écoute et de lecture qui ne vous spoilent pas et qui restent dans le temps. Voilà. Donc cette chronique, c'est suggestions de lecture sur Unit pendant l'ère du troisième Docteur. Donc si vous voulez une série de paramédias qui se déroule pendant, je peux premièrement vous conseiller les Virgin Missing Adventures qui concernent le troisième Docteur. Ce sont des livres, vous pourrez donc découvrir pas moins de 5 histoires qui se passent pendant. Dans le Webicast sur Invasion, le 10, je crois, j'ai déjà parlé de Who Killed Kennedy. Sachez que la majorité de l'histoire se passe pendant l'ère du troisième Docteur, au tout début, donc 1970 semblerait-il. Oui, ça se passe bien pendant les années 70 dans ce livre, et ça nous raconte une histoire vue par un écrivain qui essaie d'en apprendre plus sur Unit. Ça se passe pendant la saison 7, le reste se passe pendant les années 60, donc vous comprenez pourquoi est-ce que je vous en ai parlé dans Invasion. Ça se passe pendant la saison 7, et il y a pas mal de références aux épisodes de la saison 7, donc vous ne serez pas perdus, ça donne même une date relativement précise pour certaines aventures. Genre je crois que The Ambassadors of Death se passe en février ou en mars par exemple. Donc si vous voulez du Docteur, vous avez The Ghost of End Space avec Sarah Jane Smith, Dancing the Code avec Joe, Benton, Yates et le Brigadier, The Eye of the Giant avec Liz, Benton, Yates et le Brigadier, et The Scales of Injustice avec la même équipe. Donc vous gagnez 2 histoires avec Liz, si vous l'aimez tant que ça, c'est plutôt un bon deal. Et en plus de ça, vous gagnez des histoires avec Liz, plus Yates, qui est apparu uniquement à la saison 8, donc du coup ça fait le lien entre la saison 7 et 8, c'est pas mal. Vous avez aussi les BBC Past Doctor Adventures, 7 livres cette fois-ci. Je vais pas vous faire toute la liste, mais vous allez pouvoir retrouver Liz pour une aventure et Joe pour 5 aventures. Sans compter qu'il y en a une qui s'appelle The Face of the Enemy, qui a l'originalité de montrer le brigadier seul face au maître, alors que le docteur et Joe se sont barrés dans le Tardis pour faire on ne sait quoi. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est vraiment pertinent.
C'est-à-dire que ça se passe pendant l'ère de Thuy, le docteur et Joe se sont barrés, mais c'est le brigadier qui est tout seul face au maître. Donc vous allez enfin pouvoir voir le brigadier être efficace, car il est tout seul, et donc s'il a réussi, c'est qu'il a été efficace. Et en plus, l'épisode se passe alors que le maître est emprisonné. Donc de toute évidence, ça se passe au minimum entre la saison 8 et 9, juste après The Daemons. Donc vous êtes au moment parfait pour le lire en fait. Niveau audio, vous allez avoir plein de séries qui vont vous donner ce que vous cherchez. Très sincèrement, pour faire simple, allez taper dans les Third Doctor Adventures. C'est simple et efficace, on entend beaucoup de bien. C'est avec que des acteurs, donc vous avez Tim Trehollar qui imite le troisième docteur, John Culshaw qui imite le brigadier. On a depuis peu la fille de Caroline John, donc Liz Shaw, qui imite Liz. Et depuis encore plus récemment, on a Daisy Ashford pour imiter Sarah Jane Smith. On a 7 coffrets avec 2 épisodes à chaque fois, donc vous avez 14 nouveaux épisodes, c'est pas mal. Et on en entend beaucoup de bien, donc allez-y, foncez, vraiment foncez. Vous avez aussi une pelletée de short trips, de Companion Chronicles, et même une Lost Stories qui s'appelle The Mega. Donc des Lost Stories, c'est une adaptation audio d'un épisode qui n'a jamais pu se faire à la télé, je rappelle. Ça raconte la création d'une nouvelle arme qui va, je vous le donne en mille, répandre la paix dans le monde. Youpi, quelle belle idée, on n'a jamais essayé. Ça ressemble vraiment à la vibe antimilitariste de cette époque de Doctor Who, donc c'est vraiment pas mal dans le ton que ça a l'air de vendre. Et je trouve ça cohérent. Enfin, je comprends pourquoi est-ce que cet épisode a commencé à être produit, quoi. Donc à voir ce que ça donne maintenant en audio. Le maître n'est pas lié à cette histoire, en tout cas pas de près, donc désolé pour tous les déçus, notamment Nopoman qui est en manque, je le sais. Et je ne pouvais pas manquer de vous reparler aussi de The Bluetooth, un Companion Chronicles avec Liz Shaw, je crois que l'O3 l'a écouté, qui montre les Cybermen, permettant donc au troisième docteur et Liz Shaw de les rencontrer enfin à son tour. Et oui, parce que Liz du coup ne fait partie que de la saison 7, ne les a pas rencontrés dans la série, ce qui permet de lui faire rencontrer un ennemi quand même assez emblématique. Allez, et pour finir, pas mal de comics de l'époque, les TV comics de chez Polystyle, surtout eux en fait, pas forcément bonne réputation à part quelques-uns, donc à vous de voir si... Ouais, ce que je peux dire par rapport aux comics, bon après moi de ce que j'ai eu de Doctor Magazine il n'y avait pas grand chose, enfin même quasiment rien avec Unit, il y avait une sorte de unit spéciale pour les comics dont j'ai oublié le nom mais ils ont créé encore une autre truc, mais par rapport au Polystyle, oui, le problème aussi surtout c'est que les scénaristes en fait n'avaient aucune idée de ce dont la série parlait. Donc ils avaient un pitch de départ, ils ont fait le docteur était violent, il utilise des armes, enfin c'était pas du tout le concept de la série et je suis même pas sûr que la BBC validait ou lisait au moins ce qui se faisait là-dedans. Ouais non, ils ont jamais fait gaffe, hein, mais ils ont jamais non plus validé ou invalidé le canon finalement. Le canon de Doctor Who, il n'y en a pas. Tout le monde en parle, surtout depuis Star Wars, surtout depuis que Star Wars en a créé un, et tout le monde en voudrait un pour l'univers, enfin pour tous les univers, sauf que vraiment la BBC n'a jamais réellement approuvé ni comment on dit, disapprove, je sais plus, mais n'a ni approuvé ni l'inverse. Les comics, enfin rien en fait, et donc du coup, bah, vous pouvez considérer un peu tout ce que vous voulez. C'est en fonction de si c'est cohérent en fait avec la série finalement, mais de toute façon la série elle-même est incohérente. Et puis de toute façon il y a des règles dans l'univers qui font que bah, plusieurs timelines peuvent avoir existé et peuvent avoir été annulées par du changement temporel. La guerre du temps par exemple c'est uniquement ça. Donc bon vous pouvez faire quand même exister pas mal de choses quoi. Puis avec les univers parallèles c'est pareil, hein. Polystyle si c'est super violent et que ça colle pas du tout avec le ton, bah, vous avez qu'à dire que c'est un univers parallèle et puis vous êtes tranquille quoi. c'est facile aussi comme excuse. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez tenter. À la limite, ce dont je peux vous parler en termes de comics, c'est un one-shot sorti par Titan Comics. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de Wibika sur The Enemy of the World, donc je crois que c'était le 5 ou 6, je sais plus, et l'antagoniste planétaire. Et en fait, il y a un comics qui s'appelle... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je vous en ai parlé en plus. Ça vous dit rien? Non. Mais est-ce que tu peux lire en termes de comics il s'appelle quand tu cherches The Heroes of Destruction. Ça y est, je m'en souviens. The Heroes of Destruction. Et donc ça se passe juste après l'épisode qui s'appelle le troisième docteur. Pardon, les trois docteurs. Donc ça, vous l'avez pas encore vu. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Salamander est de retour. Et il se fait passer pour le deuxième docteur. Et donc du coup, bah, il y a le maître. Et vraiment, c'est très dans le ton de la série. Mais en plus, il y a un... C'est écrit par Paul Cornell, donc c'est quand même un nom de Doctor Who. Il n'est pas très très fan de la série du troisième Docteur, et du coup il l'a un peu transformé pour le rendre un peu plus
un peu plus dans son ton à lui et un ton plus actuel, j'ai envie de dire. Et finalement, moi j'aime bien en fait, parce que je suis pas très fan de l'ère du troisième Docteur, mais j'aime bien le ton de Paul Cornell. Donc c'est une version d'Unit qui respecte James Bond, mais en même temps qui a un ton un peu plus actualisant. C'est pas mal du tout. Vous avez Salamander qui revient, qui se fait passer pour le second Docteur. Bon, techniquement, je vous ai spoilé, mais je vous dis ça, mais parce que je suis censé vous en avoir déjà parlé il y a 10 podcasts, donc voilà. On en a parlé dans Enemy of the World, il me semble. Exactement. Et donc voilà, donc il y a Salamander qui revient, qui se fait passer pour le second Docteur. Vous avez toute l'équipe, vous avez le troisième Docteur, vous avez Unit, vous avez le Maître. Je vous conseille, franchement c'est super cool. Il y a plein de petites références à des ennemis, à des créatures de l'univers, donc ça fait clairement une toile dans l'univers. Et du coup tout est lié quoi. Voilà, donc du coup c'est plutôt pas mal. On sent on essaye d'en faire une cohérence quoi. En termes d'histoire comics, il y a un truc qui me revient à l'esprit. Il y a évidemment l'histoire de Prisoners of Time, qui est le comics, la série comics anniversaire des 50 ans, dont chaque numéro était basé sur un docteur, et le numéro basé sur le troisième docteur reprend évidemment une histoire avec Unit, où le brigadier devient complètement fou, il se met à envoyer faire n'importe quoi avec Unit, parce que il prend un truc de... comment dire, son corps est colonisé par un ver psychique, enfin bref, tout un truc changeant la météo. Et ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'en plus le compagnon choisi pour emblématique du docteur n'est pas Joe Grant, mais en fait est Liz Shaw. Donc on a une histoire Liz Shaw, Unit et troisième docteur. Et c'est assez, c'est bon, ça va, ça se lit quoi. Ok, bah du coup vu que tu parles, moi j'en avais pas parlé parce que ça aurait fait une trop longue liste, mais vu que tu parles des événements 50 ans, il y en a pas eu que, il y en a eu évidemment dans tous les médias, et des événements en fait qui avaient pour but de raconter une histoire par docteur pendant leur ère, t'en as eu évidemment aussi en audio, tu as la série Destiny of the Doctor, donc tu as 11 histoires, une par docteur, puisque à l'époque il n'y avait pas encore le 12e ni le 13e. Et donc évidemment le troisième épisode qui s'appelle Vengeance of the Stone, si je dis pas de bêtises, donc la vengeance des pierres. C'est amusant hein, quand on parle de The Demons. Et bah Ouais. du coup ça se passe pendant l'ère de Unit. Je sais plus quel est le compagnon, mais voilà. Si ça vous intéresse. Je crois que c'est Joe, je suis pas sûr. Ok, Voilà, ce donc du sera coup tout. sur ce, le reste n'appartient pas à notre ère, mais là au moins pas mal d'œuvres à découvrir pour continuer le plaisir de la Unit Family avec le troisième docteur. Je vais donc laisser la parole à Nopoman. Nobman qui va laisser la parole à Link pour savoir ce qu'il a pensé de cet épisode. Oui, c'est à mon tour du coup. Oui, Alors, c'est bon. The Daemon, je sais pas exactement comment on doit le prononcer finalement. Demons apparemment. Demons. De toute façon, ils le prononcent tous Demons dans l'épisode, faut le dire. Bon, bref, cette histoire était superbe. Franchement, le fait de devoir mettre des trucs de sorcières, des démons, le diable presque en lui-même qui arrive sur Terre et qui essaie de détruire un peu l'univers, on va dire, et le maître, surtout qui essaie lui-même de se dire bon, bah, je vais prendre la puissance d'un démon parce que je suis incapable de faire les choses moi-même. C'était vraiment super cool. Très bonne Ouais, enfin en même histoire, temps, je bien narrée. comprends Bien qu'il soit narré. intéressé par un pouvoir pareil, tu vois. C'est pas Oui, tellement bah, qu'il soit incapable de le faire, mais je comprends qu'il soit intéressé, quoi. ouais, mais il y a un moment où il arrive déjà pas à voler une arme qui est capable de détruire l'univers, il est pas capable de sortir d'une prison tout seul, et il est pas capable non plus d'invoquer... Enfin si, il arrive à invoquer un démon, mais il n'est pas capable de prendre le contrôle d'un démon. Hmm. Donc voilà. Bien mis en scène, le docteur arrive, il sauve la situation. On a le fameux journaliste qu'on voit dès les premières minutes, il me semble d'ailleurs, non? Oui. Qui est le meilleur journaliste du monde, ça c'est clair et net. Et qui donne de tout justement, il donne un certain cachet aussi de... On présente au spectateur quelque chose différemment cette fois-ci. Malgré le fait, on va dire qu'il n'y avait que deux ennemis, avec donc le maître et Azal, c'était, je trouve, suffisamment pour te mettre la pression, le fait que le maître a réussi à monter une partie des villageois contre le docteur en disant que c'est un sorcier, et qui finalement il a juste inventé la télécommande pour ouvrir les portières 40 ans plus tôt. Donc j'ai trouvé vraiment cet épisode très bien narré encore une fois. Je sais pas si c'était, on va dire, quelque chose de vraiment voulu
d'avoir le maître comme ça qui finalement se fait écraser par cette puissance démoniaque qui, s'il avait vraiment voulu et qui s'était fait bon, ça fait 2 fois que tu me fais sortir d'ici, Coco, cette fois-ci je clappe des doigts et tu disparais comme Thanos, il aurait pu le faire. Donc est-ce qu'on aurait peut-être pu avoir quelque chose de... Le maître se fait quand même rouler dessus 2 fois du coup par le Azal et par le docteur, ça aurait pu être peut-être marrant et intéressant à voir aussi. Le fait qu'il invoque quelque chose de trop puissant pour lui. Alors je vais donner une petite note de 8 sur 10 à cet épisode. Parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs en ayant revu le résumé de l'épisode que sur certains autres. Je me dis mais c'était une bonne histoire. J'ai limite envie de me retaper les 2 heures du coup pour revoir l'intégralité de l'histoire. Mais j'ai pas eu le temps de le faire avant le podcast. Ok. Alors pour moi l'épisode est très bon. Il est un peu simple. En plus tout le côté avec le Demon, donc on comprend pas les motivations, l'envie, enfin c'est très bizarre. Le maître passe un peu pour ridicule dans cet épisode, mais pas trop. Les habitants du village, par contre, eux, sont complètement ridiculisés. C'est des moutons qui suivent le maître sans vraiment de raison, parce qu'ils n'ont aucun caractère fort. Sauf, bien sûr, la sorcière, qui, elle, est assez intéressante. Donc, les bons points de l'épisode, c'est la Unit Family. Il n'y a rien à dire, c'est toujours un plaisir de retrouver Mike, Benton, le brigadier, Joe et le docteur ensemble dans une grande aventure. Ils sont extrêmement drôles ensemble, ils fonctionnent très très bien. L'histoire de cet épisode est extrêmement simple. Tout le délire autour des Daemons et le fait que c'est eux qui ont inspiré toute notre civilisation moderne et notre perception du diable est intéressante sans plus. Le déguisement du maître est super cool. Pas celui de prêtre, hein. Celui qu'il utilise lors de l'invocation. Cette superbe cape. Alors, dans les défauts, pas grand-chose au final. Si c'est extrêmement classique, c'est en tout cas extrêmement réussi dans la simplicité et dans le basique. La gargouille de Pierre est peut-être un peu ridicule, mais rien qui dénote dans cette époque de Doctor Who. Donc, pour l'ensemble de son œuvre, je donnerai à cet épisode 7 sur 10. Parce que, malheureusement, même s'il est bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Ok. L'aigle. À ton tour. De nous donner ton avis sur l'épisode. Alors. Bon, l'épisode se laisse regarder, déjà, il est fun, donc c'est un point positif. Deuxième point positif, il apporte pas mal à la mythologie, et moi j'aime bien. Par contre, un assez gros point négatif quand même, c'est que j'aime le fait qu'on essaye d'expliquer la magie de manière scientifique, mais je trouve que l'épisode repose sur une contradiction. Puis en l'étudiant, je me suis rendu compte que le souci, c'est un problème de langage. En fait, c'est un problème de sémantique. En fait, la magie, c'est à la fois un terme qu'on emploie pour parler du merveilleux et de ce qui relève du miraculeux, et en même temps, c'est aussi ce qui est relatif aux sciences occultes. Sauf que vous êtes d'accord avec moi que dans notre monde, les deux sont liés, hein, parce que les sciences occultes relèvent du merveilleux, ça marche pas, ça n'existe pas. Et cet épisode, en réalité, qui s'ancre parfaitement dans notre monde, ne fait jamais l'indistinction entre les deux. Sauf que si on veut donner de la logique à cet épisode, on est obligé de le faire. Le docteur passe son épisode à nous dire que la magie n'existe pas et qu'il y a une cause scientifique inconnue, pour nous dire à la fin que ce qu'on appelle magie est en fait une réalité, une science cachée. Oui, mais du coup, pourquoi est-ce que tu l'as pas dit dès le début à Joe? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que pourquoi cracher à ce point à la tronche de Joe depuis le début de l'histoire en disant que les événements magiques qu'elle décrit n'existent pas? Ils existent, ils relèvent juste d'une science avancée. Point. Si c'est possible de faire des choses par le biais des émotions, même de manière scientifique, alors comme le dit Miss Hawthorne, c'est ce qu'on appelle magie, au sens science occulte. Voilà, donc c'est vraiment un problème de langage en fait, il y a une énorme contradiction dans cet épisode à cause du langage. En fait, je crois que c'est ça, il aurait fallu que l'épisode distingue le principe du merveilleux et du miraculeux que dénonce le docteur au début, et le principe de science occulte, science cachée, science inconnue. Sauf que là, c'est juste pas assez développé et on a juste l'impression que le docteur se contredit. Deuxième point négatif, je trouve assez audacieux d'intégrer une potentielle résolution assez tôt dans l'histoire pour finalement la détruire et partir sur autre chose, sauf que le moyen trouvé est très artificiel. Le Demons, pardon, c'est une unité centrale en fait. Genre tu peux le faire bugger en lui disant cette phrase est un mensonge. C'est bon à savoir, la prochaine apocalypse, je sais quoi dire au suppôt de Satan. Voilà. Donc voilà. Ensuite, 3 points positifs. Joe est de plus en plus cool.
Elle m'énerve un peu en prenant des initiatives idiotes, mais elle fait beaucoup pour l'épisode et c'est elle qui déclenche la résolution, donc c'est cool. J'adore la gestion d'unit dans cet épisode, voir les anciens et découvrir les nouveaux. De manière générale, chaque personnage secondaire est sympa. Et enfin, dernier point positif, l'épisode est super drôle et la phrase du Big Grady est incroyable. J'avoue que j'étais content d'être celui qui la traduirait. Voilà, Donc ça, tu donnes une note de... 8 sur 10. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que c'est l'intrigue que je trouve très originale. Déjà, ça change vraiment de ce que le Docteur Who a pu nous donner jusqu'à présent. Les effets spéciaux sont plutôt réussis. Bon, je parle pas des fonds verts, etc. Même si pour l'époque, j'imagine que ça pouvait bien fonctionner. Mais ne serait-ce que l'explosion de l'église, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et je suis d'accord avec les spectateurs de l'époque. Le mélange surnaturel et SF, bon, je suis assez client de ce genre de truc. Et moi, ça me plaît bien. Là, je trouve que c'est assez bien foutu. Le fait d'expliquer que les démons, c'était des extraterrestres, blablabla. Même si c'est classique, ça reste quand même assez fun. Et puis le maître pour moi est dans son élément totalement. Le côté complètement dramatique, over the top, ça c'est le maître là, dans toute sa splendeur. En plus il manipule des gens à foison, il a tout son groupe de... C'est la première fois, de mémoire, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on l'a vraiment en tête de... Comment dire, d'un culte quelque part. Il a les gens qui le suivent. On a un peu ça peut-être dans Mind of Evil, parce qu'il est à la tête de la prison, mais là ça vous donne vraiment cette impression de secte en fait. Ce qui me sort un peu de l'épisode, c'est ce qui est le drôle involontaire, la gargouille. Ça fonctionne pas du tout. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi ça fonctionne pas, et du coup ça me sort de l'épisode. À quel niveau tu trouves que ça fonctionne pas? Le costume. Ah d'accord. Le costume en lycra, les mouvements, il y a un truc qui... Je sais pas, ça ne fonctionne pas trop. Et les longueurs, parce que bon, on a quand même pas mal d'allers-retours. Il y a des moments, je me souviens pendant qu'on regardait avec toi, Link, on était il y a Joe qui part, qui revient, tu te dis bon, ok. Voilà. Mais oui, et puis en termes d'effets spéciaux, là, le Under the Dome, là, le côté dôme électromagnétique, ça je me demande encore comment ils ont fait. Il y a des tas de trucs, je me dis, quand le brigadier lance un truc sur le dôme qui prend feu. Il lance une canne, je crois que c'est. Bah oui, c'est sa canne, c'est ça qu'on avait dit. Ou un bâton qui récupère sur le sol. Ok. Du coup, je lui donne une note de 8 sur 10. 8 sur 10, ok. Qui nous fait une moyenne de... 7,75. Donc si on fait le... Ça en fait le deuxième meilleur épisode derrière Terror of the Autons. Ce qui est pas juste. C'est pas juste, hein. On remerciera l'O3 d'avoir mis 7. C'est de sa faute. Donc allez, en fait, pour avoir le petit classement, du coup ça donne The Mind of Evil comme pire épisode de la saison, de Colony in Space comme deuxième moins bon épisode de la saison. Ensuite, on a The Claws of Axos comme dans le top 3. Ensuite, on a The Demons. Et enfin, The Terror of the Autons. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est que The Demons est classé comme 7ème meilleur épisode de toute la série depuis The Tomb of the Cybermen. D'accord. Au moins, on a un classement pour la saison. Voilà. Allez. On fera peut-être un classement plus tard de vérifier chaque saison en moyenne, quelles sont les moyennes qu'on donne de chaque épisode. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va s'arrêter là. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, des étoiles sur iTunes et des commentaires, et vous permettrez peut-être au maître de revenir, même si cette fois ça paraît un peu plus compliqué. On se retrouve pour le prochain épisode de Wobbycast, et en attendant, n'oubliez pas. Jenkins? Shut for the wings there. 5 rounds rapid.